Alors ça, c'est par rapport aux valeurs 2012. Et entre les valeurs 2012 et le plan de prévention, Maël a constaté qu'on avait réussi, et ça c'est grâce aussi au plan de prévention, à réduire de 8% depuis 2012 la quantité à l'enfouissement. Donc si on totalise 8% déjà de gagnés, 35% de matière organique qui sont enlevés de la poubelle, ça fait 43, il reste 50, c'est-à-dire 7 de plus à trouver pour arriver à 2025 à remplir l'objectif. Et la sanction, si on ne remplit pas l'objectif, c'est que dans les 280 € que coûte la tonne à l'enfouissement, enfin la collecte et l'enfouissement, il y a 100 € grosso modo d'enfouissement. Et la conséquence d'un dépassement serait de multiplier par 4 cette somme. Et donc, là, on déséquilibrerait complètement le budget du service de collecte et de traitement du déchet. Donc, une des pistes qui est suivie aujourd'hui, c'est à partir du moment où on a voté aussi, c'est un élément intéressant qui peut faire avancer votre compréhension, on a voté l'année dernière ce qu'on appelle la redevance spéciale. La redevance spéciale, c'est une redevance qui est applicable aux gros producteurs de déchets, essentiellement ce dont vous parliez tout à l'heure des supermarchés, mais également les gros producteurs comme les organismes publics, hein, comme l'hôpital, les maisons de retraite, toutes les structures, cantines, enfin, ou restauration publique. Toutes ces matières qui sont jetées, il est possible de pouvoir, et ça fait partie un peu du deal, c'est-à-dire que cette redevance spéciale est proportionnelle à la quantité jetée. À partir du moment où on intéresse, le producteur ou l'entreprise à défaire à enlever de sa poubelle des éléments qui peuvent être recyclables également, puisque à partir du moment où eux ne payaient pas plus qu'un particulier, ils étaient en capacité de pouvoir tout jeter. Aujourd'hui, ils se disent, ma poubelle, je vais trier d'un côté ce qui est recyclable, tous les plastiques, tout ce que la réglementation permet, et également si on enlève aussi de l'autre côté la masse de matière organique susceptible de pouvoir être écartée, on réduit considérablement. Un exemple, la facture de l'hôpital de Villeneuve, c'est grosso modo 40 000 €. La facture de McDonald's en Villeneuvois, c'est 12 000 €. C'est de ce que coûte le traitement des ordures, enfin des déchets qui sont amenés à jeter. Donc les encourager à trier, les encourager à séparer la matière organique, ça leur permet à la fois une grande économie, et pour la collectivité également, c'est autant de tonnes qui ne sont pas enfouies. Et donc, une des pistes, et là j'en reviens à la méthanisation, une des pistes qui permet de pouvoir traiter, puisqu'on a la chance d'avoir une usine de méthanisation à Villeneuve, c'est l'usine de Fonroche, hein, Bio-Villeneuvois, l'idée c'est de récupérer en collecte séparée la production de ces gros producteurs de matières fermentescibles, et de pouvoir la fournir à Fonroche de manière à en tirer une énergie qui est le méthane, qui est réintroduit dans la canalisation de gaz qui passe à Villeneuve. Vous voyez, toutes ces réflexions, alors ça pose véritablement des problèmes au niveau de la qualité, de ce qui est jeté, des éventuelles pollutions qu'il pourrait y avoir parce que leur usine ne supporte absolument pas les fourchettes, les cuillères, voilà, ni d'ailleurs les plastiques. Donc il y a toute une préparation et toute une mise en œuvre beaucoup de réflexions avant de réussir mais c'est inéluctable
il faudra en passer par là et se donner les moyens de pouvoir y arriver, parce que des quantités pareilles comme qui sont jetées, si on peut en trouver un usage et si on peut en trouver une valorisation, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, les crédits sont rares, les recettes difficiles, les impôts coûtent, et si on peut finir par maintenir ou faire baisser cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui figure sur votre feuille d'impôt foncier, on aura atteint nos objectifs. Merci de votre attention. Merci. Alors, on va maintenant passer la parole à Madame Lamoine et Monsieur Laval pour l'exemple de Pujol concret. Alors, tout d'abord, je dirais que par rapport à Pujol, nous ne sommes pas l'exemple, mais un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, effectivement, au niveau de la restauration scolaire, nous avons été amenés, il y a quelque temps, à nous intéresser au sujet du gaspillage. Alors, pourquoi, en fait, on s'est intéressé à ce sujet? Pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est qu'au niveau donc de la commune de 3800 habitants, dès 2014, nous nous sommes engagés dans une démarche de développement durable par le biais d'une démarche Agenda 21. Et dans cet Agenda 21, eh bien, il y a un volet qui porte sur la réduction des déchets. Alors, au niveau donc de la réduction des déchets, on a mis en place des petites choses. Oui aussi, pour vous dire, sur une commune, il est clair que sur une commune de 3800 habitants, nous avons une école, nous avons une crèche, et très rapidement, nous nous sommes dit que nous allions essayer, si possible, d'être relativement exemplaires. Tout à l'heure, Michel en a parlé, donc très rapidement, nous avons mis en place un composteur sur l'école, un composteur sur la crèche. Quand on met en place un composteur, au moins, on réduit la quantité de déchets qui part en centre d'enfouissement. C'est déjà ça, et à partir de là, on peut faire du compost. Par rapport au gaspillage alimentaire, en fait, on s'y est intéressé pour plusieurs raisons. Tout simplement des raisons économiques. C'est vrai que quand on est sur une collectivité, nous sommes en argent public et il se doit bien évidemment d'être économe de l'argent public. David Brooke en a parlé tout à l'heure. C'est clair que le gaspillage alimentaire, ça pèse. Économiquement, ça pèse. Et je vous dirais... au niveau du groupe scolaire Petit Tour, ce que ça pèse, en tout cas l'évaluation que nous avons pu faire à ce sujet. Il y a aussi des raisons sociales. Les raisons sociales, elles sont liées au fait que quand sur un restaurant scolaire, nous avons du personnel qui a préparé des repas toute la matinée, c'est un peu dommage quand ces repas vont ensuite alimenter la poubelle. Donc il y a aussi ce souci de tout simplement du respect du travail des agents et pour le coup, donc, c'était important de se pencher sur cette question. Et puis, nous sommes effectivement sur le salon de l'écologie. Il y a bien évidemment toutes les raisons environnementales. Et là, je ne vais pas développer, David Brooke l'a fait, c'est-à-dire que derrière le gaspillage alimentaire, il y a la question du gaspillage des matières premières, il y a la question du gaspillage de l'eau, il y a la question du gaspillage de l'énergie, et puis il y a aussi, bien sûr, Michel en a parlé, tout l'aspect traitement des déchets. Donc voilà pour toutes les raisons pour lesquelles nous sommes penchés sur cette question. Alors de quelle manière ? En fait, au départ, très modestement, en 2014, octobre 2014, et donc là, ça renvoie au plan national de lutte contre le gaspillage alimentaire, il y a une journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, en octobre 2014, eh bien, nous avons commencé tout simplement par une phase de sensibilisation au niveau du restaurant scolaire. C'était très modeste, c'était de la sensibilisation par de l'affichage. Très rapidement, en discutant avec Thierry Laval, donc chef cuisinier, on s'est dit qu'il fallait quantifier. Parce que parler du gaspillage alimentaire, c'est bien, mais tant qu'on ne sait pas effectivement
concrètement, ça représente quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose. On peut vite se laisser aller à ces perceptions. C'est vrai que quand on voit une poubelle remplie, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'on gaspille ?» ou au contraire, on se dit « Oh ben, aujourd'hui, c'est bien ». Donc, nécessité effectivement de quantifier. Nécessité de quantifier, David Brooke l'a dit aussi, pour avoir un point zéro, pour avoir effectivement un état initial. Alors là, on avait plusieurs possibilités pour quantifier. Une possibilité qui a été utilisée sur un certain nombre de collèges ou de lycées que je connais, c'est en fait de confier ce type de mesures ou à des cabinets d'études ou des associations. Il y a une association sur Bordeaux qui est le CREPAC, qui travaille sur ces questions-là. Et c'est vrai que c'était une possibilité. Nous n'avons pas fait ce choix. Bon, il y avait peut-être des raisons économiques, mais nous n'avons pas fait ce choix parce que, en fait, notre idée autour de cette question du gaspillage, c'était aussi de mobiliser des acteurs. Donc concrètement, les mesures, eh bien, nous les avons réalisées nous-mêmes. De quelle manière? En fait, ces mesures ont été réalisées par 2 élus, par un agent et un parent d'élève. Et donc, de ce fait, c'était le moyen, une fois de plus, de se réunir autour du sujet. On a été assez modeste, et je critiquerai la méthode tout à l'heure. On a été assez modeste, c'est-à-dire qu'au cours de l'année scolaire, nous avons effectué 6 mesures. 6 mesures, 3 mesures sur le restaurant de l'école élémentaire et 3 mesures sur le restaurant de l'école maternelle. Au niveau de ces mesures, bien sûr, il nous fallait un indicateur. L'indicateur que nous avons pris, il a été cité tout à l'heure, c'est l'indicateur effectivement des grammages restes d'assiettes et de plats, c'est-à-dire réellement donc les déchets qui auraient pu être consommés et qui ne le sont pas. Donc ça veut dire que quand on fait ce type de mesures et qu'on se retrouve par exemple avec des restes de poulet, bien évidemment il va falloir mettre de côté les os pour ne conserver que la partie qui aurait pu être mangée et qui ne l'a pas été. On a fait le choix aussi dans notre mesure de faire une mesure spécifique sur la question du gaspillage du pain. Donc, suite à ces 6 mesures, eh bien, nous avions en fait notre état zéro, avec une fois de plus quand même des limites. Je dirais que sur le plan de la démarche, sans doute que, c'est pas sans doute, c'est même certain, notre nombre de mesures n'a pas été suffisant. Mais ce qui nous a rassurés quand même, c'est que d'une mesure à une autre, on avait à peu près les mêmes valeurs. Et toujours, en fait, un delta école élémentaire, école maternelle, plus de gaspillage au niveau de l'école maternelle, on pourra y revenir si ça vous intéresse, qu'au niveau de l'école élémentaire. On avait donc notre point zéro, à peu près 30 grammes par assiette de gaspillage. Tout à l'heure, David Brooke vous a indiqué des données. 30 grammes, c'est la valeur que l'on a à domicile. 130 grammes, c'est la valeur que nous avons en collectivité. En sachant qu'au niveau des 130 grammes, selon le type de collectivité dans laquelle on est, c'est différent. Pour les écoles primaires, on est à peu près, on est à 110 grammes par assiette. Alors, donc c'est vrai que quand on a vu où nous en étions, on peut le dire, Thierry, on était quand même assez fiers. En fait, personnellement, je n'étais fière de rien, puisque de toute façon, tout le travail, bien évidemment, c'est Thierry avec son équipe qui le fait. Une fois qu'on a eu ces mesures, on s'est mis autour de la table pour déjà essayer de voir quand même pour quelles raisons les résultats étaient plutôt assez satisfaisants, même si on avait quand même déjà des éléments avant. Et puis surtout, on a essayé de voir aussi vers quoi nous pourrions aller, puisque l'idée, c'était pas simplement de se dire « Ah ça va, c'est bien ». Juste, même si on est autour de 35 grammes, il faut quand même savoir que pour une collectivité telle que la nôtre, 270 enfants, pour une collectivité telle que la nôtre, ça représente quand même à peu près 1 tonne de restes alimentaires. Et ça représente, alors après, selon le budget denrées que l'on met, du coup, on est autour à peu près de près de 2000 € de budget. C'est pas rien. Et quand je dis 2000 €, je ne suis que en coût denrées.
Ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Thierry, qui va vous expliquer, en fait, lui, concrètement, très concrètement, comment il fait au sein donc de ce groupe scolaire pour faire en sorte que ce gaspillage alimentaire soit le plus réduit possible.